Bon midi à tous et à toutes. On est bien heureux de vous voir en si grande forme dans le cadre de ces séminaires étudiants du CRIFPE. Pour débuter notre heure du dîner, on va commencer avec une conférence de Monsieur Antoine Dumaine. Antoine est un enseignant de formation en français. Il œuvre à l'Université du Québec à Trois-Rivières comme personne chargée de cours et comme personne doctorante. Les intérêts de recherche de Monsieur Dumaine se rapportent à la grammaire, à la ponctuation et ainsi qu'à la littératie universitaire. On dit qu'Antoine est impliqué, oui, dans l'enseignement en formation initiale de la didactique du français. C'est un membre étudiant du CRIFPE qui est très impliqué dans les activités du CRIFPE, un membre étudiant qui est dynamique, qui fait rayonner les différentes activités. On le voit un peu partout, mais c'est aussi un membre, je suis convaincu que l'implication est aussi grande au LUDIF, le laboratoire universitaire de recherche et de formation en didactique du français. En tout cas, on est très heureux d'accueillir Antoine ce midi. Je te laisse la parole, Antoine. Merci Thomas. Donc, je vais vous partager mon écran, puis on va commencer. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter où je suis rendu dans mon projet doctoral. Donc, à l'aube de ma collecte de données, ce qui fait que je vais vous présenter principalement mes trois premiers chapitres de thèse qui a pour titre Conception d'une stratégie d'enseignement pour la ponctuation utile, utilisable et acceptable du point de vue d'enseignant du deuxième cycle du secondaire. Je suis doctorant à l'UQTR sous la direction de Prix Saboyer et Marie-Claude Boivin. Donc, il va s'agir d'une présentation traditionnelle, donc problématique, cadre de référence et méthodologie. Donc, pour ma problématique de recherche, il faut d'abord bien situer l'enseignement grammatical au Québec, puisqu'il y a quand même eu plusieurs changements au cours des dernières décennies. Donc, on voit un changement de paradigme dans l'enseignement grammatical au cours des dernières années, donc en passant d'une grammaire traditionnelle, beaucoup axée sur le sens. Pensons notamment à trouver le sujet en disant qui est-ce qui ou à identifier un verbe en considérant qu'il s'agit d'une action, à une grammaire qui a été simplifiée au cours des années 80-90 avec encore ce courant traditionnel, vers une grammaire moderne, davantage axée sur la linguistique, dans les programmes à partir de 95 au secondaire et 2001 au primaire. Et donc, ce changement grammatical-là a eu une incidence sur l'enseignement qui a été fait. Enseignement de la grammaire qu'on considère important et très fréquent en classe de français. Donc, avec l'enquête élève, on s'est rendu compte que l'enseignement grammatical est un enseignement fréquent. Donc, les enseignants déclaraient le faire toutes les semaines, sinon tous les cours, mais considérant en contrepartie que cet enseignement-là était souvent considéré comme insuffisant. Probablement parce que les résultats aux épreuves ministérielles d'écriture, notamment en orthographe, en ponctuation, en syntaxe, stagnaient ou en tout cas ne s'amélioraient pas, alors que cet enseignement-là était très fréquent. Et les enseignants déclaraient également avoir un désir de formation continue en enseignement de la grammaire, notamment pour la grammaire de la phrase. Et il faut dire que si cet enseignement-là est très fréquent, ça ne fait pas partie non plus des compétences à développer en français dans les programmes. Hein, donc, nos compétences sont lire, écrire, communiquer oralement, alors que techniquement, la grammaire agit comme outil pour développer ces trois compétences-là. Et finalement, on voit certaines tensions, certains écarts en enseignement grammatical entre les méthodes et les techniques qui sont privilégiées en didactique de la grammaire et les méthodes et techniques d'enseignement qui sont réellement utilisées en exercice. On peut considérer, pour expliquer cet écart-là, la maîtrise des contenus, certaines conceptions des objets d'enseignement, mais aussi le soutien dans la mise en œuvre des méthodes et des techniques d'enseignement qui ont été développées en didactique. Si on se concentre plus spécifiquement, parce que la grammaire est assez large, à l'enseignement de la ponctuation, ben on voit que c'est un enseignement qui est peu fréquent par rapport à d'autres objets ou à d'autres dimensions de la grammaire comme l'orthographe. Et on voit souvent des représentations qui sont incomplètes ou erronées de la part des personnes enseignantes, qu'elles soient en formation ou en exercice. Par exemple, que je vais justifier la ponctuation que je mets en considérant que c'est une pause dans mon texte. Pourtant, malgré ça, on a quand même des balises pour réaliser cet enseignement, la ponctuation-là. Donc, on a des balises ministérielles, que ce soit pour l'enseignement, par la progression des apprentissages, mais aussi pour son évaluation. Par exemple, avec les guides pour la correction des épreuves ministérielles en deuxième ou en cinquième secondaire. Et on a également des principes d'enseignement issus de la didactique qui sont connus et diffusés pour faire cet enseignement-là. Et donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce constat-là, une des avenues possibles, une des hypothèses, c'est la transposition didactique qui a été faite de la ponctuation. Est-ce qu'on a une transposition claire qui permet de faire cet enseignement-là?
concept sur lequel je vais revenir plus en profondeur dans mon cadre. Pour l'instant, juste comprendre que dans la vision classique de la transposition didactique, on a des savoirs issus des savoirs savants, souvent issus de disciplines scientifiques, qui sont choisis et programmés en savoir enseigner, notamment par le ministère, les maisons d'édition pour les cahiers, les manuels. Et ces savoirs-là, ben, il y a ensuite une deuxième transposition qui se fait par les enseignants, par le choix des exemples choisis ou comment on va aller enseigner cette matière-là. Mais si on y va à l'inverse, on considère que ben, c'est un enseignement peu fréquent avec des représentations qui ne sont pas toujours solides sur ce qu'est la ponctuation. On a par contre des balises ministérielles, mais on peut se demander, ben, ces balises-là, sur quoi elles reposent, sur quel savoir de référence reposent ces balises-là, tant pour l'enseignement que l'évaluation. Eh bien, si on regarde ça, ce sont principalement des savoirs issus de la linguistique sur lesquels on se base pour travailler en ponctuation, mais ces recherches-là sont relativement récentes par rapport à d'autres champs de la linguistique. Hein, les recherches sur lesquelles on se base le plus en ponctuation datent des années 80, alors que les recherches sur l'orthographe étaient déjà bien implantées. Et on a encore aujourd'hui plusieurs descriptions de la ponctuation qui existent. Et donc, on peut se demander ben, si les travaux s'entendent sur certains faits, notamment que la ponctuation est érigée en système, donc est organisée en système et on doit être capable de comprendre ce système-là et en sortir des règles ou des lois appliquées. Ben, c'est sur quels travaux et sur quel système on va devoir se baser. Est-ce qu'on va aller davantage chercher des travaux qui vont davantage s'attarder sur la description ou l'explication de la langue? Est-ce qu'on va davantage aller dans des ouvrages qui sont basés sur la prescription, donc dans les normes d'usage à utiliser? Et ben, le choix va avoir une incidence ensuite sur le reste du travail qu'il y aura à faire. Donc, on a quand même un premier enjeu en lien avec cette transposition-là. Donc, on a une ponctuation urgence système. Quel système va nous permettre ensuite d'aller chercher des balises ministérielles pour l'enseignement et l'évaluation, qui ensuite va être capable d'aller voir ben, quels seront les contenus enseignés. Mais ces contenus, une fois qu'on a réfléchi au contenu, donc le choix du contenu, comment il est créé pour être capable d'être enseigné ou transformé pour être capable d'être enseigné, ben justement, on a un exemple. Je commençais à dépasser ce que je voulais dire. On a un exemple notamment de cette idée-là. On a, si on regarde la transposition didactique, ben on a différents aspects qui viennent de la progression des guides ministériels. Et on voit ce que ça peut donner. Dans un article, on avait la récapitulation de certains emplois de la ponctuation. Donc, on partait d'usages savants, notamment la ponctuation qui permet de montrer qu'un complément de phrase s'est déplacé. Et ici, les exemples qu'on nous donne, ce que j'encercle, c'est qu'on a deux compléments de phrase en fin de phrase et on va aller mettre une ponctuation là alors qu'il ne s'agit pas d'un déplacement. On a laissé les deux éléments dans leur position de base. Donc, techniquement, si on suivait le système, on n'aurait pas à faire ce déplacement-là, mais ici, il y a un choix qui a été fait. Donc, de décider qu'on avait deux groupes juxtaposés, donc placés un à côté de l'autre, et ainsi, on devait les unir par un signe de ponctuation. À faire pour le complément de phrase, mais pas à faire pour, par exemple, l'exemple que je donne, l'autobus scolaire électrique, pour deux groupes adjectivaux qui sont également mis un à côté de l'autre pour être capable de compléter le nom. Donc, on a certaines de ces transpositions-là qui existent, mais on n'a pas nécessairement la justification qui appuie ces mêmes choix-là pour être capable de voir ben, sur quel savoir ils se sont basés pour être capable de faire cette transposition-là. Donc, on a quand même des éléments de savoir enseigner. Par contre, il y a encore certains éléments qui sont à retravailler. Alors, donc, on a une progression spiralaire déjà avec la progression des apprentissages. On va commencer par la délimitation de la phrase au primaire avec la majuscule puis le point. Ensuite, aller chercher certains usages de la virgule qui vont aller se complexifier au fur et à mesure que l'apprentissage se fait. On a déjà dans la progression que la fonction prosodique, donc le fait que c'est une pause ou une intonation, ne fait pas partie des programmes ni du primaire ni du secondaire pour l'écriture, alors que c'est une conception qui est encore présente. Mais on est encore beaucoup dans une liste de notions à apprendre sans nécessairement qu'il y ait toujours un lien. Dans les guides ministériels, ben, on voit encore certaines différences entre ce qui va avoir été enseigné et ce qui va être finalement évalué. À titre d'exemple, on va enseigner aux élèves qu'il faut avoir une virgule devant la conjonction mais hein, quand on coordonne deux phrases. Pourtant, il ne sera pas nécessairement pénalisé parce qu'on considère dans les guides ministériels qu'il s'agit d'un usage fluctuant. Et donc, on peut se demander, ben, qu'est-ce que je vais réellement enseigner ou travailler et évaluer s'il y a des différences entre ces différents éléments-là. Et l'autre enjeu,
une fois qu'on a regardé sur comment on traite l'objet en tant que tel, donc qu'est la ponctuation, ben, il y a également d'autres éléments relatifs à la façon dont on va l'enseigner. Donc, quelles sont les stratégies didactiques, quelles sont les stratégies d'enseignement qui vont avoir été utilisées pour faire ce travail-là, la ponctuation. Donc, on a d'un côté des principes didactiques qui ont été travaillés, qui sont connus, qui sont diffusés. Donc, on va enseigner les signes de ponctuation par système. Donc, on va coordonner des signes de ponctuation entre eux qui réalisent la même fonction. On va faire un enseignement spiralaire. On va aller dans des usages contextualisés plutôt que juste dans des exercices décontextualisés dans des phrases courtes. On va s'assurer de travailler par des genres discursifs aussi pour les usages de la ponctuation. Par contre, est-ce que ces principes-là se transposent dans le matériel ou les ressources didactiques présentes pour les enseignants? Jusqu'à présent, les recherches qui se sont intéressées aux cahiers d'activité en grammaire, aux manuels de grammaire qui ont été donnés autant au primaire qu'au premier cycle du secondaire, montrent que finalement, la ponctuation, elle est peu présente dans les cahiers. Donc, tant du point de vue théorique que du point de vue des activités qui sont proposées. Et lorsqu'il y a des activités proposées, ça demeure des activités qui sont très décontextualisées. On est peu dans l'utilisation de la justification grammaticale. Donc, déjà là, on voit une difficulté à transposer ces principes-là dans les outils que les enseignants ont. De l'autre côté, on a quand même des stratégies qui ont été développées, donc qui sont issues de la recherche et qui peuvent permettre de faire l'enseignement à la ponctuation. On a la démarche active de découverte, on a des activités basées sur les dictées métacognitives, mais la majorité de ces travaux-là s'intéressent davantage au primaire et au premier cycle du secondaire. Pourtant, les difficultés en ponctuation traversent tous les niveaux scolaires et c'est l'erreur la plus fréquente dans les textes à tous les niveaux scolaires, donc à tous les ordres d'enseignement jusqu'à l'université. Ce qui fait qu'on doit se demander qu'il faut également poursuivre ce travail-là. Et on a des difficultés sur deux plans. D'un côté, on a des difficultés sur le plan du savoir même, des connaissances relatives à la ponctuation. On parle de difficultés à utiliser le métalangage adéquat. On parle aussi d'une surutilisation de la virgule au détriment des autres signes de ponctuation, qui devient comme la réponse à tous les problèmes. Et on a également des difficultés à être capable de justifier ce travail-là. Et de l'autre côté, tant en contexte d'écriture qu'en exercice de correction, la ponctuation est souvent représentée comme soit la dimension qui comporte le plus d'erreurs, soit en contexte d'exercice et de correction. Donc, on vient aux travaux de Roy et Lafontaine en 92. Un texte avait été soumis à des élèves secondaires, collégiales, à l'université, et dans ce texte-là, on devait aller corriger des erreurs. Et pour les erreurs de syntaxe, l'erreur de ponctuation était le plus d'erreurs ajoutées au texte. Donc là où on considérait corriger, finalement, on rajoutait des erreurs et c'était surtout des erreurs de ponctuation et même plus précisément des erreurs de virgule. Donc on a quand même un enjeu en étant sur le plan des savoirs en ponctuation que sur le plan du savoir-faire, donc comment être capable de le mobiliser en contexte de production écrite. Et on voit certains liens entre ces connaissances-là, donc déclaratives, et les connaissances procédurales dans d'autres aspects de la grammaire. Nadeau et Fischer, notamment au primaire, ont remarqué qu'il y avait une corrélation entre la capacité des élèves à délimiter explicitement un groupe du nom dans une phrase et ensuite les accords qu'ils étaient capables de faire à l'intérieur de ce groupe du nom-là. On pourrait probablement faire une hypothèse, en tout cas émettre l'hypothèse qu'il y a un lien similaire à faire en ponctuation. Donc, on a en ce moment une plus grande difficulté sur le plan des connaissances en ponctuation et ça se reflète également en contexte d'écriture. Ce qui nous amène à voir qu'il y a des écarts entre les méthodes et les techniques privilégiées en didactique de la grammaire et les pratiques enseignantes, notamment en ponctuation. En ponctuation, on a des difficultés en lien avec la transposition didactique même du contenu, qui est souvent peu transparente ou qui a été peu appuyée explicitement d'un côté. Puis on a très peu de stratégies d'enseignement qui permettraient aux enseignants de faire cet enseignement-là en respectant les principes didactiques issus de la recherche. Et on a peu de recherches spécifiquement adressées au deuxième cycle du secondaire en ponctuation, ce qui nous amène à un objectif général de concevoir une stratégie d'enseignement sur la ponctuation au deuxième cycle du secondaire. Et pour faire ça, trois concepts ressortent. Donc d'abord, le concept de ponctuation. Donc, la ponctuation en soi, on se base sur les travaux de Saussure en linguistique pour dire qu'il y a un signe, un signifiant, un signifié. Donc, ici, en ponctuation, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va dire qu'un ponctème, donc un signe de ponctuation, pensez à la virgule, donc la marque graphique de la virgule, a un ponctant, donc une représentation visuelle.
le fait qu'un point, c'est un point, ou qu'un deux points, donc vraiment la représentation visuelle. Et cette représentation visuelle-là, elle a une fonction. Donc, dans la phrase, elle sert à quelque chose quand je l'écris. Donc, un signe de ponctuation, un ponctème, c'est le regroupement d'une représentation graphique et une fonction, hein, la valeur qu'on lui donne. Ce qui fait que chaque fois, si on regarde dans l'exemple que j'ai donné, ben aujourd'hui, j'aurai un ponctème, donc j'ai une virgule, une représentation visuelle, qui a une fonction, marquer le déplacement d'un complément de phrase. Donc ça, c'est notre signe de ponctuation. Ce signe de ponctuation-là a différentes fonctions dans la phrase. Et là, je vous suggère d'aller voir dans le bas, exemple classique de ça à quoi sert la ponctuation. Ben, on a d'abord une phrase où on a retiré toute la ponctuation pour ensuite être capable de représenter finalement qu'est-ce qui devrait être fait. Donc, c'est vraiment l'architecture syntaxique, que ce soit des blancs graphiques entre les mots qui permettent de délimiter les mots, la majuscule et le point pour délimiter la phrase et les différentes virgules qui sont utilisées. Donc, en contexte de production, notre signe de ponctuation a principalement une fonction syntaxique, hein, être capable de délimiter les groupes syntaxiques, combiner les phrases entre elles, et une fonction sémantique. Voyez-vous le espérons-le qui a été encadré? On vient ici, oui, marquer un groupe syntaxique, mais le fait de mettre des virgules ici montre également que c'est un commentaire fait par la personne qui a écrit le texte. Si on est en contexte de réception, donc vous en train de lire ce même texte-là, ben, il y a trois fonctions. Oui, syntaxique, à la lecture, ça va me permettre de délimiter les éléments. Ça me permet en lecture de comprendre certaines nuances du texte, mais là, il y aura un élément prosodique ou si je décide de lire cette phrase-là à voix haute, fort probablement que je vais faire mes pauses là où il y a un signe de ponctuation parce que visuellement, je vais voir que je peux m'arrêter à ces éléments-là. Par contre, je ne pourrai pas le justifier quand je vais écrire la phrase que j'aurais fait une pause là. C'est beaucoup plus de dire que j'ai ajouté des éléments au texte, que je suis allé énumérer des éléments, donc juxtaposer des éléments. Donc, ma ponctuation a différentes fonctions selon que je suis en contexte de production ou de réception. Et finalement, elle porte sur différentes unités linguistiques. Hein, elle porte sur le mot. Donc, on voit, ben, le blanc graphique est considéré comme un signe de ponctuation puisqu'il permet de délimiter les mots entre eux. Sur la phrase, on voit ici l'exemple de la majuscule et de point, et même sur le texte, donc si j'avais davantage de texte. Et on a également des lois. Quand on parlait d'un système, on doit avoir des lois qui permettent d'expliquer comment les signes de ponctuation se combinent ou pas entre eux. Notamment, on va voir que certains signes de ponctuation se neutralisent. Par exemple, ben, normalement, à la fin de cette phrase-là, je devrais avoir un point pour marquer l'abréviation du etc. Je devrais avoir un point techniquement pour marquer la fin de la phrase. Ben, ici, les deux signes de ponctuation qui devraient être là ont été fusionnés en un seul. Donc ici, plusieurs ponctuances, plusieurs fonctions devaient se réaliser par le même signe de ponctuation que j'aurais dû remettre. Finalement, je n'en mets qu'un seul qui fait tout le travail. Et donc, ce qui est la représentation de la ponctuation que l'on doit enseigner. Pour faire ça, ben, on va utiliser le concept de transposition didactique. Donc, ici, on passe d'une transposition didactique externe, c'est-à-dire de savoir de référence de différentes natures. Alors qu'on passait souvent de savoirs issus de disciplines scientifiques, la discipline français amène quand même à avoir davantage de types de savoirs différents, que ce soit des savoirs d'experts, si on pense à la révision-correction de texte, des pratiques de référence, être capable d'enseigner ce qu'est un balado pour être capable que les élèves en produisent, mais également encore des savoirs issus de la discipline scientifique, notamment en grammaire. On va beaucoup aborder les travaux issus de la linguistique pour faire ce travail-là. Et à travers différentes transformations, donc, dépersonnaliser les contenus pour plus qu'ils soient nécessairement associés à une théorie en particulier, être capable de les programmer dans un ordre précis, être capable de publier ces savoirs-là pour qu'ils soient capables d'être évalués. On va arriver à des savoirs enseignés qui sont des savoirs scolarisables et qu'on considère également comme une création autonome. Ils deviennent en soi un appareillage cohérent qu'on va enseigner. Et une fois que ça c'est fait, ben, les savoirs enseignés, il y a quand même un travail qui est fait par la personne enseignante pour arriver à enseigner ce savoir-là. Il y a notamment le concept de chronogénèse et de topogénèse en considérant que c'est l'enseignant
qui va faire la planification de cet enseignement-là et qui sait, lui, où est-ce qu'on s'en va avec l'enseignement, alors que l'élève, lui, va recevoir la nouvelle matière et ça se peut également qu'il n'apprenne pas au même rythme qu'on a prévu cet enseignement-là. Il y a également la topogénèse. On va plutôt aller voir le rapport des acteurs par rapport au savoir. On va considérer, par exemple, que l'enseignant devrait avoir davantage de contenu ou davantage une plus grande expertise en lien avec le savoir que l'élève qui va être en construction de ce savoir-là. Et donc, on a ce travail-là à faire pour la ponctuation basé sur les travaux. Finalement, pour être capable de planifier cet enseignement-là, cette stratégie-là, j'utilise le concept de démarche didactique pour être capable de réfléchir à la planification de cet enseignement-là. Et donc, on va aller faire un diagnostic qui va nous amener à voir, oui, les forces et les difficultés des élèves, mais également le matériel disponible, le temps en classe qu'on peut associer qu'on peut dédier à cet enseignement-là, qui va nous amener à développer un objectif de recherche, un objectif d'enseignement spécifique, faire le choix d'une stratégie d'enseignement qui est appropriée pour faire cet enseignement-là, le mettre en œuvre et ensuite évaluer non pas les résultats des élèves après l'enseignement, mais évaluer est-ce que la stratégie d'enseignement nous aura permis d'atteindre cet objectif-là. Ce qui nous amène à deux objectifs spécifiques, donc un processus de conception, donc décrire le processus de conception de notre stratégie d'enseignement, mais également décrire la transposition didactique interne et externe réalisée au cours de la conception pour être capable de rendre ce processus-là davantage transparent. Et cela va se dérouler au travers d'une recherche-développement. Donc, on était vraiment dans un développement de stratégie didactique, dans un enjeu pragmatique qui nous amenait à aller chercher des recherches participatives et des différents devis possibles. On est allé cibler la recherche-développement qui avait comme intention première de développer d'abord et avant tout un produit. Donc, qui ne le considère pas comme une retombée du projet de recherche, mais bien comme sa visée première. Et en recherche, en didactique du français, en grammaire plus spécifiquement, on est davantage dans des recherches-actions, dans des recherches quasi expérimentales où le développement du matériel devient souvent une retombée de la recherche plutôt que son intention première. Et parmi les types de recherche-développement, considérant qu'on met davantage l'accent sur la description d'une transposition didactique, sur la description d'un processus, et qu'on met beaucoup plus l'accent sur le développement et l'amélioration du produit que sur l'effet sur l'élève, on va se tourner vers une approche davantage qualitative de la recherche-développement. De là, on a choisi le modèle de Bergeron, Rousseau et Dumont, qui s'établit en 5 phases. Donc, une phase de précision qui nous amène à aller chercher les informations pour la conception du produit, qui va se traduire ensuite dans une phase de structuration où on va aller chercher un peu le squelette du produit qu'on va réaliser. Donc, quelles conditions on doit mettre en place, quelles caractéristiques on doit maintenir, ce qui nous amène à développer le produit et à faire plusieurs boucles de mise à l'essai. Donc, une fois que j'ai développé, je vais aller tester le produit, prendre les améliorations, retourner en phase de développement, améliorer, retourner et faire des allers-retours comme ça pour finalement être capable d'aller le diffuser. Et on cherchait un modèle pour avoir une démarche de recherche rigoureuse, mais aussi pour s'assurer qu'on ait des données de recherche et non pas que le développement du produit prenne le dessus sur le projet de recherche. Donc, on a une phase de précision qui est la collecte de données qui est en cours en ce moment, d'avoir un questionnaire auto-administré auprès des utilisateurs cibles, donc ici les enseignants du deuxième cycle du secondaire, pour regarder notamment les représentations quant à la ponctuation, les pratiques déclarées des enseignants. Et de l'autre côté, on doit également aller voir les produits existants. Donc, on a décidé d'aller étudier les cahiers d'activité en grammaire en considérant que c'était une ressource utilisée par les enseignants pour faire leur enseignement de la grammaire et aller étudier par une grille d'analyse de contenu autant la transposition didactique faite de la ponctuation que les activités et exercices proposés en didactique en ponctuation. Cela nous amène à une phase de structuration, donc prendre ces données-là pour aller se faire un cahier de charge. Donc, ça serait quoi les contraintes associées à la stratégie d'enseignement? Ça serait quoi les caractéristiques désirées également par le milieu pour faire cette stratégie-là? Et à ce niveau-là, un journal de bord est également un outil de collecte de données pour être capable de maintenir le processus de recherche, mais également de voir pour le chercheur le processus de transposition didactique qui est fait et toutes les justifications des décisions qui sont prises au regard de la transposition et également la stratégie, la conception de la stratégie d'enseignement. C'est le journal de bord qui va se maintenir pour la phase de développement, qui va être le premier prototype, qui va vivre qui va aller vivre ses mises à l'essai.
mise à l'essai de deux types. Donc, d'abord, une mise à l'essai fonctionnelle qui va être auprès de personnes expertes. Donc, ce n'est pas une mise à l'essai sur le terrain auprès d'élèves, mais on va être dans une mise à l'essai théorique auprès de personnes expertes, notamment des chercheurs en didactique du français et des conseillers pédagogiques, qui vont faire l'évaluation du prototype par un questionnaire d'enquête auto-administrée pour aller voir notamment la cohérence, la pertinence, la transposition didactique et également l'utilité, l'utilisabilité, l'acceptabilité de la stratégie d'enseignement selon les critères de Renault qui sera utilisé dans le questionnaire. Cette mise à l'essai-là nous amène à améliorer le prototype et là, aller faire des mises à l'essai empiriques. Donc, on vise deux mises à l'essai empiriques, c'est-à-dire que des enseignants vont recevoir la stratégie d'enseignement, la mettre en œuvre et également l'évaluer à partir d'un questionnaire d'enquête auto-administré. Donc, pour faire ressortir la cohérence, la pertinence, mais également l'utilité, l'utilisabilité et l'acceptabilité de la stratégie d'enseignement. Donc, deux fois cette boucle de mise à l'essai-là pour ensuite diffuser la stratégie d'enseignement qui aura vécu quand même trois phases de mise à l'essai, toujours avec un journal de bord pour concilier et justifier nos décisions. Ce qui nous amène aux trois outils, donc des questionnaires d'enquête à trois phases, donc à la phase de précision et aux phases d'amélioration, une grille d'analyse de contenu pour les manuels, ainsi qu'un journal de bord. Et tout ça va être analysé par deux méthodes d'analyse, donc je me cache, des statistiques descriptives pour tout ce qui va être les questionnaires et des analyses par questions analytiques qui va nous permettre de faire l'analyse de tout ce qui étaient les questions ouvertes aux différents questionnaires, mais également pour faire l'analyse de notre journal de bord a posteriori. Et bien sûr, faire attention pour nos enjeux déontologiques, donc de délimiter le rôle des acteurs puisqu'on est dans une recherche participative et s'assurer que le produit réponde réellement aux besoins nommés par les acteurs du milieu et non pas une interprétation qui serait davantage axée sur ce que la recherche va nous indiquer. Et également, on va aller faire un échantillon, on utilise un échantillon intentionnel. Donc, c'est sûr que les personnes enseignantes qui vont participer, il y a quand même déjà un désir de mettre en place une stratégie d'enseignement à la ponctuation qui est une limite. On a également les limites associées à un questionnaire d'enquête auto-administré. Donc, on ne peut pas s'assurer qu'il est bien rempli ou que les questions sont nécessairement bien comprises. Et comme on ne va pas non plus en classe, on ne peut pas non plus aller valider la mise en œuvre réelle de la stratégie d'enseignement, ce qui pourra faire l'objet de recherches subséquentes. Et voilà, je sais que j'ai dépassé. C'est bon. Merci. Merci, Antoine. Euh, Ce qu'on va faire, en fait, on va passer tout de suite à la conférence de Frédéric. Puis on va vous poser des questions à la fin parce que de mon côté, je dirais que c'est assez pointu comme sujet. Donc, j'ai de la difficulté des fois à poser des questions là, sur la ponctuation, à quel endroit. Donc, de mon côté, ça va être des questions peut-être un peu plus générales pour vous deux, puis vous pourrez répondre aussi à tour de rôle. Ça vous va comme ça? C'est bon? C'est parfait. OK, parfait. Donc, je vais passer maintenant la parole, avant de lui passer la parole, je vais quand même la présenter à Frédéric Hallyday. Donc, Frédéric, d'abord, a étudié au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire à l'Université de Montréal, où elle a gradué en 2017. Elle a pratiqué aussi le métier d'enseignante au primaire depuis sa graduation pour différents centres de services scolaires, dont celui de Laval. Elle a aussi obtenu sa maîtrise en sciences d'éducation, profil développement professionnel en 2022, pardon, à l'UQO. Et depuis ce temps-là, elle est doctorante en éducation et donne les cours de gestion de la classe et de didactique de la lecture au primaire du programme BPEP à l'UQO au campus de Saint-Jérôme et de Gatineau. Ses travaux portent sur les approches en enseignement-apprentissage de la lecture littéraire, sur les pratiques enseignantes en lien avec la gestion de la classe, sur les pratiques réflexives et sur le développement professionnel des enseignantes au primaire. Donc, on te laisse présenter ton projet, puis ensuite, on va faire la période de questions par la suite pour vous deux. Donc, bonne présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais faire le partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien? Juste Mm. m'assurer que... Oui, tout est beau. Oui. Parfait.
Merci. Donc voilà, pas besoin de me représenter, mais je suis ici dans le fond pour vous présenter l'avancée de ma recherche, de mes travaux de recherche. Moi, je viens de terminer les cours, donc je suis dans mon projet doctoral, donc encore en pleine réflexion. Je suis pas rendue à faire ma collecte de données encore. Donc aujourd'hui, je vous propose mon titre de recherche, soit didactique et pratique d'autorité dans la mise en œuvre du débat interprétatif au troisième cycle du primaire et je suis supervisée par Judith Imri Bruno et Catherine Lanares. Donc, présentation pas tout à fait conventionnelle, étant donné que je vais problématique et cadre conceptuel que je vais mettre un peu chevauché pour arriver à ce que j'appelle une réflexion méthodologique, donc une proposition de où je veux environ aller. Mais comme je vous l'ai dit, je suis encore en réflexion, donc le séminaire va me permettre aujourd'hui, entre autres, de réfléchir avec vous par rapport au questionnement que vous aurez pour moi. Donc voilà, j'y vais à l'instant. Donc, la grande visée de mon projet de recherche est d'aller arrimer les pratiques d'enseignante au niveau de la didactique et de la pédagogie. Les recherches en éducation ont différents domaines de recherche, évidemment, dont la didactique et la pédagogie. La didactique est traditionnellement associée à tout ce qui est savoir, comme Antoine l'a si bien présenté précédemment, et la pédagogie est associée davantage à ce qui est organisation de la classe, gestion de la classe, relations et les pratiques d'autorité, entre autres. Donc, traditionnellement, les recherches vont pas utiliser les deux domaines pour réfléchir à une question. Ce que j'essaie de faire, puisque en fait, il a été démontré par différents chercheurs qu'il faut considérer et réfléchir aux interactions et à la cohérence entre ces deux domaines. Donc, je peux pas enseigner seulement de façon didactique, ni enseigner seulement avec ma pédagogie. L'idée dans la classe, c'est que l'enseignante va faire les deux en même temps. Euh, la chercheure Michel a aussi, par sa thèse, démontré que les choix d'approche pédagogique, didactique, pardon, et les choix en gestion de classe devraient suivre une même logique. Ce que j'entends par là, c'est que une enseignante qui va choisir un dispositif didactique, peu importe la discipline en français, en mathématiques, en univers social, X, Y, qui va amener les élèves à s'engager, à être actifs, ne peut pas avoir une gestion de classe qui est très traditionnelle, si on veut. Donc, c'est un peu cette idée-là qu'on cherche à développer. Dans le cadre qui me concerne, dans le contexte, pardon, qui me concerne, je me spécialise en didactique de la lecture, donc pour soutenir les apprentissages en lecture littéraire, entre autres. Donc, on sait que les pratiques qui influencent positivement le goût de la lecture chez les élèves sont celles qui vont les amener à développer leurs compétences en lecture, donc leur capacité à lire, à comprendre un texte et leur appétence à lire, donc le plaisir de lire. Donc, on cherche des pratiques qui vont rendre la lecture plaisante, si on veut. Pour ça, il y a une augmentation de la popularité de l'utilisation de la littérature jeunesse. Donc, on utilise la littérature jeunesse en enseignement de la lecture au primaire de toutes sortes de façons, notamment pour développer l'appétence de la lecture chez nos élèves. Par contre, non, on sait qu'il y a différents dispositifs qui sont associés, dans le fond, à la littérature jeunesse, mais ceux qui sont le plus fréquents dans nos classes au primaire présentement sont ceux qui vont maintenir nos élèves dans un rôle qui est passif et solitaire et qui s'inscrivent dans une approche qui est magistrale et transmissive. Donc, les plus populaires, celles qui sont les plus fréquentes, selon la recherche, le recensement, pardon, qui a été fait par l'Épine en 2017, la plus populaire serait la période de lecture personnelle libre. Donc, les élèves ont terminé de travailler, vont prendre un livre, vont faire la lecture. À ce moment-là, les élèves, ils sont dans un rôle qui est actif parce que eux font la lecture, mais ils sont dans un rôle qui est solitaire. Ensuite, on a notre lecture à voix haute par la personne enseignante. À ce moment-là, l'élève est en communauté avec l'enseignant, avec les autres élèves, mais demeure dans un rôle qui est plutôt passif puisqu'il écoute la lecture et va répondre peut-être aux questions si c'est une lecture interactive de l'enseignante, mais sans plus. Et finalement, la troisième qui est la plus fréquente, ce sont les journaux et les carnets de lecture qui, encore une fois, vont garder l'élève dans un rôle qui est solitaire, bien qu'il soit à ce moment-là actif. Tous ces dispositifs ont lieu d'être pour certaines raisons. Par contre, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir des apprentissages qui vont être davantage en construction chez les élèves, en autoconstruction des connaissances et dans un rôle qui est actif et en collectivité.
Pourquoi on garde nos élèves dans cette posture qui est magistrale et traditionnelle? C'est en fait que cette approche-là elle est sécurisante et elle est familière pour nos personnes enseignantes, c'est-à-dire qu'elles sont bien et elles ont le sentiment de contrôle dans ce type d'enseignement-là. Donc, c'est une des raisons qui viendrait expliquer pourquoi ce sont les dispositifs qui sont les plus présents dans la classe. Et si les enseignantes ont cette perte de contrôle, c'est qu'ils ont aussi peur de compromettre leur autorité professionnelle. Donc, on sait bien, quand on arrive dans les classes, si vous voyez que la classe est complètement désorganisée, ben, on va tout de suite se tourner vers l'enseignante et voir, bon, qu'est-ce qu'elle peut faire pour reprendre ce fameux contrôle-là. Par contre, en restant à cette posture-là, on s'éloigne de notre visée, qui est de créer un environnement qui est engageant pour les élèves, donc de développer leur autonomie et leur collaboration, notamment par rapport à leur apprentissage de la lecture. Ainsi, comment on ferait pour soutenir les apprentissages en lecture de nos littéraires de nos élèves en les engageant autrement? Donc, en essayant de les mettre dans un rôle qui est actif et collectif. Ce qu'on propose par cette recherche-ci, c'est d'aller explorer le débat interprétatif. Le débat interprétatif, je vous le présente tout de suite, c'est une activité scolaire d'enseignement de la lecture littéraire. Ce dispositif, il est collaboratif et hybride, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer différentes habiletés en lecture et même d'autres habiletés, notamment par l'oralité et par l'écriture. Le débat interprétatif va aussi nécessiter une présence active et engagée aussi de la personne enseignante, donc c'est pas uniquement les élèves entre eux, comme ça pourrait être le cas dans un cercle de lecture. De plus, le débat interprétatif va demander des interactions entre les membres de la communauté de lecteurs. Donc, les élèves entre eux vont se poser des questions, mais c'est aussi l'enseignante qui va animer la discussion. Le débat interprétatif se distingue du débat qui est argumentatif, puisqu'il ne porte pas sur un sujet qui est controversé et va pas chercher à convaincre l'autre d'adhérer à son idée. Il va plutôt, le débat interprétatif, va chercher avec l'autre à raffiner ses interprétations en lecture. Le débat interprétatif se distingue aussi de la lecture interactive, donc une lecture qui est faite par l'enseignante à voix haute à ses élèves et ponctuée de certains arrêts euh, pour poser certaines questions au regard des différentes dimensions en lecture. Il va aussi se distinguer du cercle de lecture, puisque malgré le fait que pendant un cercle de lecture, les élèves sont en action et sont en collectivité, dans ce dispositif-là, l'enseignante est davantage effacée. Donc oui, elle va avoir préparé la lecture avec ses élèves, elle est présente dans la classe, va probablement utiliser le cercle de lecture pour faire une certaine évaluation de ses élèves au regard des apprentissages en lecture, mais elle ne fait pas partie prenante du cercle de lecture, tandis que dans le débat interprétatif, l'enseignante fait partie du débat interprétatif, elle relance les élèves, elle les questionne, elle discute avec eux. Donc, notre débat interprétatif va permettre de reconnaître l'élève dans son rôle de sujet lecteur et interlocuteur, pardon, valable. Il va aussi permettre aux élèves de s'engager de façon collective dans leur apprentissage. Donc, ils sont en communauté, ils sont entre eux lorsqu'ils font les échanges. Et va permettre aux élèves de se mettre en action, qu'on cherchait plus tôt, face à leurs apprentissages en lecture littéraire, notamment par rapport aux interprétations d'œuvres littéraires, qui est une compétence évaluée à partir du troisième cycle du primaire, d'où le regard que je veux porter sur ce cycle spécifique au primaire. Donc, vous voyez que le débat interprétatif, contrairement à d'autres dispositifs, va nous amener à aller chercher une posture un élève qui va être en action et qui va être en collectivité, contrairement à d'autres, et qui va placer aussi l'enseignante au cœur de son enseignement avec les élèves. Évidemment, le débat interprétatif comporte différents défis pour la personne enseignante. C'est-à-dire que pour animer ce type de dispositif, l'enseignante doit connaître et sélectionner des œuvres littéraires qui sont proliférantes. Donc, ce que j'entends par là, c'est de dire qu'il y a un nœud, si on veut, dans l'interprétation de l'œuvre littéraire. Donc, elle doit les connaître, ces œuvres-là, pour pouvoir en proposer à ses élèves et faire un choix avec eux.
Elle doit aussi connaître et pouvoir mettre en place le dispositif en soi. Donc, c'est quoi un débat interprétatif? Il y a peu de personnes enseignantes au primaire qui connaissent ce type de dispositif. Donc, il faut l'apprendre, il faut le connaître. Ensuite, elles doivent être en mesure d'animer et de piloter les différentes étapes du débat interprétatif. Il y a des préparations qui sont faites au préalable par les élèves. Il y a aussi une animation qui est faite pendant le débat interprétatif. Donc, où je me place comme enseignante quand j'anime, quel type de relance je vais faire, à quel moment j'arrête les discussions ou je les laisse aller. Donc, il y a un apprentissage qui doit être fait ici. Ensuite, les enseignantes doivent développer un accompagnement didactique qui est soutenu avant le débat, pendant le débat, mais aussi après l'activité pour reprendre, dans le fond, les apprentissages avec les élèves. Et finalement, un autre défi de la mise en place du débat interprétatif, c'est le fait d'adopter pour les personnes enseignantes des pratiques d'autorité qui sont cohérentes, comme je le disais plus tôt, avec le choix du dispositif. Je vais vous présenter tout de suite ce que j'entends par pratique d'autorité. Donc, d'abord, l'autorité, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un processus d'interaction qui est la relation finalement entre l'enseignant et l'élève, dans le cas qui nous concerne dans un contexte scolaire. Donc, l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est le fait qu'on a une relation entre deux personnes qui échangent l'une avec l'autre et le fait d'accorder ou non une validité à la personne avec qui on discute ou on échange. Au niveau des pratiques d'autorité, on a un certain continuum, c'est-à-dire qu'on, sans dire que un est meilleur que l'autre, on va passer de l'autoritarisme à des pratiques d'autorité qui sont plus permissives. Donc, autoritarisme qui est vraiment plus traditionnel. Je décide, l'idée de je suis le maître, tu es l'élève. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. De l'autre côté, on a le permissif où c'est plutôt, si on veut, le laisser aller. Entre les deux, on a on appelle les autorités qui sont éducatives ou intelligentes, selon les auteurs qu'on va lire. Et aussi de ça a découlé récemment des recherches pour nous amener à dire que cette autorité éducative ou intelligente peut être bienveillante, mais aussi bienfaisante. Donc, de vouloir le bien, mais aussi de faire le bien pour nos élèves. Donc, ce qu'on veut ici dans la recherche, c'est de dire, quand je vais mettre en place mon débat interprétatif, qui est un dispositif qui place l'élève en action et en collectif avec les autres élèves, ben, en quoi mes pratiques d'autorité vont influencer comment ça se passe. Donc, l'idée des pratiques d'autorité, c'est qu'on cherche à mettre en place un cadre qui est sain, cohérent et respectueux de l'enfant, de l'élève. Donc, on veut arrimer nos deux dimensions de la pratique enseignante dans le cadre de la mise en œuvre du débat interprétatif. C'est-à-dire qu'on veut aller utiliser autant le domaine de la didactique que le domaine de recherche de la pédagogie pour aller comprendre ce qui se passe dans nos classes quand on anime un débat interprétatif. Donc, ce qu'on veut avec la recherche, c'est d'aller réfléchir avec les personnes enseignantes sur les pratiques d'autorité qui laisseront la place aux élèves pour développer leurs compétences et leurs appétences à lire. On va faire ça en explorant des gestes didactiques qui sont variés, donc notamment la relance de questions, et les pratiques d'autorité qui sont cohérentes. Ce qui m'amène à ma question de recherche, qui est comment les pratiques d'autorité contribuent à la mise en œuvre fructueuse du débat interprétatif au troisième cycle du primaire. Pourquoi le troisième cycle du primaire? Je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que c'est le cycle au moment où l'interprétation va commencer à être évaluée chez nos élèves. Évidemment, l'interprétation, elle est présente depuis le début du primaire, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'elle devient une dimension de la lecture qui est évaluée. De plus, on travaille avec le primaire québécois, étant donné que le débat interprétatif est quand même plus populaire en Europe francophone et commence à prendre place au secondaire québécois. Par contre, les récentes recherches qu'on a vues, les recensions des pratiques qui ont été faites en didactique, la lecture, n'ont pas démontré que la présence du débat interprétatif dans nos classes du primaire. Pour répondre à ma question, je propose trois objectifs qui sont d'identifier les obstacles ou les inconforts lors de la mise en œuvre du débat interprétatif. Parmi ces obstacles ou ces inconforts, déterminer ceux qui sont liés aux pratiques d'autorité
et finalement identifier les conditions favorables pour mettre en œuvre de façon fructueuse le débat interprétatif en regard des pratiques d'autorité. Ma réflexion méthodologique à ce sujet, donc, je me situe dans un paradigme compréhensif. Donc, évidemment, je veux comprendre ce qui se passe quand on met en place un débat interprétatif et je veux comprendre comment les enseignantes se sentent aussi dans la mise en œuvre de ce dispositif avec une approche qui est qualitative et interprétative. Je vais proposer une recherche qui est qualitative, bien sûr, de type collaboratif. Pourquoi? Parce que je cherche à créer un espace de co-construction de connaissances avec les personnes participantes qui seront nos personnes enseignantes qui voudront bien participer au projet. Je vais aussi engager une réflexion avec ces personnes enseignantes au regard de nos pratiques d'autorité. Pour ce faire, je proposais de faire une communauté de pratiques avec elles pour mettre en place le débat interprétatif et regarder ce qui se passe. Pour ce faire, j'aimerais utiliser comme outil le récit de pratique, puisque c'est un outil qui permet de mettre en lumière une pratique après l'avoir vécue, donc de raconter ce qui s'est passé, puis ensuite d'utiliser ces écrits-là pour euh, réfléchir à ce qu'on veut faire la prochaine fois est une avenue intéressante. Puis j'aimerais aussi faire des entretiens de groupe avec les personnes enseignantes afin de discuter de nos inconforts, d'aller cibler ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, donc d'aller comprendre quelle est la place aussi des pratiques d'autorité dans la mise en œuvre de ce débat interprétatif, de ce dispositif. Là où je dis que je suis en réflexion méthodologique, c'est en fait l'idée que mon but n'est pas nécessairement d'aller chercher un changement de pratique, mais bien d'aller mettre en place avec les enseignantes un nouveau dispositif pour elles. L'enjeu, c'est que je vais avoir besoin d'un aspect formation. Donc, il y a aussi la recherche formation qui a été considérée en ce sens, mais ça reste que ce que je veux, c'est qu'une fois que le débat a été mis en place, que les enseignantes l'ont exploré, je veux avoir cette discussion-là avec elles pour réfléchir à ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, puis à c'est quoi qu'il faut faire dans notre classe, quelle posture je dois développer comme personne enseignante pour utiliser de façon pertinente et agréable le débat interprétatif. Donc, c'est là que je dis que je suis encore en réflexion, étant donné qu'il y a plusieurs étapes, notamment par la formation pour comprendre c'est quoi le débat. Puis une fois que je l'ai formé, je le mets en place. Combien de fois les enseignantes devront le mettre en place pour avoir une certaine maîtrise de ce débat-là? À quelle fréquence je vais les rencontrer pour en discuter? Donc, ça fait quand même un projet qui est très long pour une recherche doctorale. Donc, je suis là-dedans à essayer de voir qu'est-ce qui est la meilleure avenue pour bien réfléchir avec elles et non pas avoir la visée de changer leur pratique, mais de comprendre pourquoi elles l'utiliseraient ou ne l'utiliseraient pas, puis qu'est-ce qui seraient les enjeux de cette mise en place de ce dispositif. Donc, voilà ce qui conclut ma présentation d'aujourd'hui. Euh, Mes références sont ici et je vous dis merci. Merci Frédéric. Donc, on serait rendu à la période de questions. Est-ce que tu veux commencer, Thomas, ou as-tu une question ou... Ouais, ben je pourrais y aller. Sinon, on a une personne dans la salle, Madame La Liberté. Je ne sais pas si l'auditoire a des questions pour nos personnes conférencières. Allô, Chantal? Allô, les gars? Non, pas vraiment de questions. Je voulais surtout observer la procédure et savoir un peu où en étaient rendus mes collègues. Alors, c'est très intéressant. Merci beaucoup de Merci. me donner l'opportunité d'assister à cette rencontre. Oui. Ben, dans ce cas-là, je veux en profiter pour remercier les deux personnes conférencières, là. Deux présentations bien articulées, bien vulgarisées, bien ponctuées, je pourrais même dire. Euh, des deux côtés. Mais, moi, ce que je retiens des deux présentations, on a l'idée d'amener, ben, par la présentation d'Antoine, il y avait l'idée d'aller avec une approche méthodologique qui touche la recherche-développement. Du côté de Frédéric, on était plus dans la recherche collaborative, mais il y a l'idée d'avoir le développement probablement d'une formation, d'un dispositif de formation pour intervenir auprès des personnes enseignantes. Au regard de vos, ben, je sais pas, Stéphane, on pose les questions. Bon, je vais y aller pour les deux, là, mais Non, mais on va pour Frédéric, les deux en même temps, c'est bien. Je pourrais répondre si ça va pour les deux. Ça dépend de la question, si elle est pointue ou non. ouais, non, ça sera pas pointu. Mais je me dis, le développement des outils et ou stratégies, est-ce que ça serait plus approprié pour la formation initiale des enseignants ou si vous le voyez en contexte de formation continue?
Je sais pas si c'est déjà réfléchi. Je vous laisse la parole. Ben, moi, je peux y aller. Initialement, ce que moi, je recherchais, c'est en formation continue, étant donné qu'on veut aller, on sait que la compétence 6, qui est la compétence en gestion de classe, est une des compétences les plus difficiles, pardon, à maîtriser pour les personnes enseignantes. Donc, l'idée d'avoir des enseignantes qui sont déjà en maîtrise davantage de cette compétence-là va pouvoir se concentrer, nous permettre de se concentrer sur le dispositif du débat interprétatif et cette réflexion-là de la mise en place des bonnes pratiques d'autorité cohérentes dans le cadre de leur classe. Ceci étant dit, apporter à la formation initiale, cette formation-là va permettre, sur le débat interprétatif, va permettre rapidement aux futures personnes enseignantes de connaître et de le mettre en place aussi plus rapidement dans leur classe. Donc, je dirais un peu les deux. Donc, je me mouille pas ni à un ni à l'autre, mais les deux, ça serait pertinent de le faire. Voilà ma perspective. Merci. Antoine, est-ce que tu as une Ouais. idée là-dessus ou... Ouais, ben je pense que j'ai eu un peu le même réflexe. Euh, C'est-à-dire que tu sais, on voyait, mettons, que dans le cadre de mon projet, les principes étaient déjà connus. Fait qu'on considère que probablement ils sont déjà enseignés en formation initiale. Puis l'enjeu, c'est qu'une fois rendu sur le terrain, ben, qu'est-ce que j'ai pour me soutenir dans l'application de ces principes-là que je vais avoir appris? Puis comment aussi faire en sorte que mes collègues qui ont peut-être pas eu cette formation-là sont capables de le maintenir. Fait que c'est pour ça que aussi j'ai plus été en formation continue. Puis après ça, ben ça reste que une fois que la stratégie est développée, qu'elle est fonctionnelle en classe, ben rien n'empêche en formation initiale de dire ben quand on enseigne la syntaxe ponctuation, tout comme on peut déjà le faire avec les travaux là, de Marie-Hélène Dugas, Rosiane Arsenault, Marinado, tu sais, qui fonctionnent aussi qu'on peut enseigner, mais c'est d'abord en formation continue, puis après ça, ben, on le ramène dans le cadre de la formation initiale pour faire un lien. OK. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, ben, si je fais un petit pouce par rapport à ce que tu disais, Antoine, sur la formation continue, puis que le dispositif, ça serait pour les gens qui sont déjà titulaires d'une classe ou de plusieurs groupes, là, si c'est au secondaire, ça, le deuxième cycle du secondaire. Ouais. Euh, mais là, moi, ce que je retenais aussi de la problématique, c'est qu'on avait un changement de paradigme. On passait du paradigme traditionnel au paradigme, c'était quoi le nom? En tout cas, c'était pas le Bon, traditionnel, simplifié. Après ça, on dit, OK, les gens qui sont déjà en fonction, on a changé de paradigme pour enseigner la ponctuation, on est dans la ponctuation simplifiée. Il y avait un autre élément, les manuels scolaires, ça semblait pas appliquer les nouveaux principes. Est-ce que ça amène des défis supplémentaires pour l'enseignement de la stratégie, d'y aller avec les enseignants qui sont peut-être dans l'ancien paradigme? ça va emmener je pense, on a tout le temps cet enjeu-là où on a en ce moment sur le terrain des enseignants qui sont en grammaire pas traditionnelle en tant que telle, mais qui n'ont pas nécessairement une formation sur vraiment ce qu'on fait en didactique actuellement. Fait que déjà, peu importe le champ en ce moment, il y a une première tension. Après ça, c'est sûr que si les enseignants en ce moment déclarent peu l'enseigner, mais aussi parce qu'ils n'ont pas d'outils, là, on tombe avec un cercle de je l'enseigne pas parce que mes outils me permettent pas de l'enseigner, mes outils me permettent pas de l'enseigner, fait que je l'enseigne pas. Fait qu'il y a comme quelque chose là où aller travailler. Puis on s'est aussi demandé s'il faudrait pas d'abord faire des. Moi, j'allais plus faire des capsules, de dire, ben, dans ma stratégie d'enseignement, tu sais, dans le matériel à tester, ben, est-ce qu'il n'y a pas d'abord des capsules théoriques pour les enseignants, de dire, voici comment mettre en œuvre la stratégie, voici, si vous avez des doutes sur certains choix de contenu, ben, voici deux, trois capsules qui justifient pourquoi on a pris telle ou telle ou telle décision. Mais là, ce qu'on attend de voir, ça va être le questionnaire, parce que ça fait partie des questions qu'on pose dans le premier questionnaire, ou voir les caractéristiques voulues de la stratégie développée. Est-ce que vous voulez ou pas de ces capsules-là? Est-ce que vous considérez nécessaire d'avoir aussi un soutien théorique ou pas? Fait qu'on va voir déjà là avec ça, qu'est-ce qui ressort de cette nécessité-là. Donc ça, est-ce que c'est une des retombées que tu aimerais peut-être de ton projet, de créer des capsules? Est-ce que ça fait partie de ta, je dirais, post-métaux, je Ça dirais, fait, là, parce que... à proprement parler, en ce moment, j'allais pas dans cette direction-là. Puis là, c'est comme un peu la difficulté de partir des besoins, tu sais, des besoins qu'on va me nommer.
Mm. Ça se peut que je doive aller dans cette direction-là. Puis on verra ce que ça donne. Il y en a là, qui commencent à se développer, là, tu sais, de l'auto-formation. Ça commence à sortir. Marie-Hélène Giguère puis Rosiane Arsenault viennent en sortir une sur l'enseignement de la syntaxe et ponctuation, mais encore là avec les plus jeunes. Tu sais, on est au troisième cycle primaire, puis un cycle secondaire plus. Mais est-ce que je vais aller vers là? Ça se peut. C'est pour ça que je reste encore flou. Tu sais, c'est une stratégie d'enseignement. Je sais pas encore comment ça va se développer parce qu'on attend de voir qu'est-ce qui va ressortir de la première enquête. OK. Je vais vous poser une question plus générale. Là, ce que je comprends bien, vous avez présenté un peu votre méthode, mais vous n'avez pas commencé la collecte de données, les deux. Euh, J'ai commencé l'analyse des manuels, puis je suis en attente de ma certification éthique. Fait que ça commence là. OK. J'aimerais savoir pour vous, là, c'est quoi les plus grands défis que vous avez eus, je dirais, depuis votre début de votre de doctorat en termes de, je dirais peut-être de métaux, parce que c'est souvent là que ça peut achoper, mais qu'est-ce que vous attendiez pas de, je dirais, d'avoir une petite embûche, puis que vous dites, oh, OK, ça c'est une surprise. Je ne sais pas à quel point c'était une surprise, mais en fait, mon enjeu présent, c'est de faire mon choix de mon type de recherche, étant donné que je- l'idée que je veux en faire, je pourrais aller vers une recherche action, vers une visée de changement, mais il y a ça qui m'empêche de le faire. Parfait, je pourrais faire ci, mais il y a ça qui m'empêche. Donc, j'ai comme l'impression que dans la méthodologie actuelle, traditionnelle, il n'y a aucun type de recherche qui veut vraiment faire ce que je veux faire. Donc, comment me permettre de peut-être les mélanger, mais en même temps en restant rigoureuse sur c'est quoi une recherche collaborative. Puis l'autre chose aussi, c'est souvent, bon, il y a la grande théorie de chacune des recherches, des types de recherches, mais après ça, ce qui s'en fait vraiment sur le terrain de la recherche, c'est pas toujours arrimé, je dirais. Donc, les exemples que j'ai de recherche collaborative sont pas toutes ou majoritairement pas toutes, vraiment parfaitement collaboratives. Donc, jusqu'où je peux aller, je peux me permettre de dire comme doctorante que je vais laisser ce point-là de la collaboration parce que je veux vraiment aller chercher ce morceau-là, mais prendre ce morceau-là de la recherche-développement, puis prendre celle-là de la recherche-formation, puis créer mon propre type de recherche. Je dirais que c'est ça mon enjeu dans lequel je patauge et raison pour laquelle j'ai pas encore commencé ma collecte et pas déposé mon projet doctoral parce que j'arrive pas à m'arrêter sur puis mettre mes petites oreillettes, œillères Ailleurs, ici. ouais. Œillères, je m'excuse. Donc, moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. M'arrêter, choisir ce que je veux faire, c'est vraiment une collaboration ou ce que je veux faire, c'est vraiment une recherche-action. C'est ça qui, je trouve difficile. Hein. Euh, En termes de, tu avais des entretiens individuels que tu voulais faire, De groupe. de groupe seulement. Tu n'en avais pas individuel? J'avais des récits de pratique. Moi, l'idée que ce Ouais, que c'est ça, j'avais, tu as c'est les que dans récits le pratiques, fond, là, je me le rappelle des récit, deux. c'est ça, le récit de pratique est après avoir vécu leur débat, les personnes enseignantes vont écrire comment ils se sont sentis. Donc, ils racontent comment ça s'est passé à l'écrit, ce qui fait un peu un effet miroir de leur pratique. Puis après ça, mon idée, c'était qu'on s'assoit ensemble et qu'on en discute. Donc, l'entretien de groupe, c'est de discuter ensemble de chacun de nos enjeux, de dire, ah, moi aussi, j'ai vécu ça, toi, comment tu as vécu ça? Puis c'est vraiment c'est ça qui m'intéresse, c'est cet échange-là. Le récit de pratique va juste permettre, notamment permettre à avoir une première réflexion pour les personnes enseignantes plutôt que d'arriver en rencontre puis de parler tout simplement entre nous. Donc, c'est vraiment OK. une étape préalable. Puis t'espérais combien de personnes? Ben là, c'est ça. Moi, j'espère avoir au moins 5 personnes pour OK. avoir mais ça reste difficile de trouver 5 personnes qui vont vouloir mettre en place un nouveau dispositif, apprendre c'est quoi, se faire former, l'essayer plusieurs fois, écrire dessus, en discuter. Je veux dire, c'est pour ça que je disais que c'était très lourd. Donc, qu'est-ce que je peux aller modifier pour me permettre d'atteindre mes objectifs sans que ça soit une tâche qui est trop lourde pour les personnes enseignantes qui, on sait, ont déjà de très lourdes tâches. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est ça qui est difficile, là, de m'arrêter dans cette collaboration à 100%, mais qui limite en termes de, je veux dire, ça reste un projet doctoral, ce n'est pas une recherche subventionnée. Donc, faut que j'y aille avec ce que j'ai comme moyen aussi, là. OK. Avant de laisser la parole à Antoine pour qu'il réponde à la question, je pourrais juste donner un petit truc, c'est de, lorsqu'on fait une recherche avec le milieu, souvent c'est de que, oui, on va retirer quelque chose de eux,
mais il faut qu'eux retirent quelque chose de ta recherche aussi. Donc, tu dois leur promettre, leur promettre, leur assurer un petit quelque chose aussi à la fin. Je parle pas au niveau monétaire, là, mais de leur dire, c'est bon, je vais vous fournir ça peut être, je sais pas, une capsule, un résumé des résultats de la recherche, une rencontre en classe après la recherche, mais qui sentent qu'ils viennent profiter du fait qu'eux t'ont donné quelque chose, mais ça va les impliquer beaucoup plus. Parce que souvent, les personnes participantes vont avoir l'impression des fois que on va juste sur place, on va chercher ce qu'on a besoin puis on se sauve, là. Fait que, un petit truc, ça c'est de trouver peut-être une façon de formuler pour dire, mais regardez, oui, vous allez me donner ça, mais en retour, vous allez avoir ça. Donc, Je comprends. petit Merci. conseil. Antoine, puis après ça, je vais laisser Thomas poser une question s'il y en a d'autres. Mon principal enjeu était la définition de mes objectifs de recherche. Ouais, Donc, tu c'est sais, on toujours, est. ouais. Ouais. Mais comme je suis dans une recherche qui vise aussi, tu sais, le développement, c'était d'être capable d'arrimer le côté ou qu'est-ce que j'allais voir d'un point de vue scientifique pour les phases d'amélioration. Le début, pour moi, était clair. Là, la collecte qui va commencer, ça va, j'avais une pertinence scientifique, ça justifiait quand même bien. Ça a été après ça d'articuler le restant du projet de recherche en projet de recherche et non plus juste en, ben, je développe une stratégie puis je l'envoie. Fait que ça est un enjeu lié à ma méthode. Puis là, je pense que les prochains défis, je vais les vivre. Fait que, entre autres, là, l'idée de récursivité. Tu sais, il y a beaucoup quand même de récursivité dans le projet. Fait que, tu sais, première collecte de données qui m'amène à la deuxième. Donc, même si j'ai essayé d'établir le plus possible des phases claires, en réfléchissant déjà aux outils à utiliser, les échantillons, j'ai comme l'impression là de me lancer dans le vide avec la première collecte de données parce que ce qui va en ressortir, finalement, va peut-être m'amener à modifier ce qui suit. Fait que Ouais, je t'es pense dans que le les principaux design-based problèmes, research, toi, hein? oui. Fait Fait que que c'est ça, c'est des itérations, mais il faut que tu arrêtes un certain nombre d'itérations aussi, hein? Faut que tu te ah limites. oui, oui, là, ça va être deux. C'est clair, mais je pense que c'est de me lancer là-dedans, comme en faisant, ben, on va découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui va ressortir. Donc, je suis d'habitude j'aime ça déjà savoir ce que je m'en vais en commençant. Fait qu'il y a ça OK, comme défi en métaux. c'est bon. Merci. Ouais, ben moi, si j'enchaîne, ben, peut-être un petit commentaire pour Frédéric. Puis je vais y aller avec une question après, plus dirigée vers Antoine. Mais ce que je trouve bien, la question de Stéphane sur l'enjeu le plus difficile jusqu'à maintenant dans le cheminement du doctorat, ben, il y a différents enjeux bon, au niveau de la conceptuelle, l'avancement de la recherche, la problématisation. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est au niveau de la faisabilité. Je m'arrête sur l'approche méthodologique et je le vois. Si je me lance dans certaines approches, ben, ça risque d'être trop lourd. Là, il y avait l'idée de si c'est pas subventionné, ben, il y a les enjeux terrain, puis comme doctorant, de savoir ce qui s'en vient, puis de s'assurer que ça soit faisable, puis que ça respecte un enjeu de temps qui est raisonnable pour un doctorant, ben, je trouve ça vraiment bien, là. Quitte à faire deux projets plus tard, tu sais, si tu dis, ah, il y a telle poursuite, ou si c'est la formation des enseignants sur soit plus la gestion de classe sur l'aspect autoritaire, ou soit plus sur le volet enseignement français. Ben, il y a ça aussi. Ma recherche, j'ai quand même deux domaines de recherche. Donc, j'ai le double de concepts, j'ai le double. Il y a cet enjeu-là qui fait que ça devient déjà en partant quand même lourd comme projet. Puis que là, les pratiques d'autorité, il n'y a pas grand-chose qui a été. Ça commence, mais c'est très flou en ce moment. Donc, puis de vouloir des enseignantes qui vont vouloir réfléchir là-dessus, ça, c'est un autre enjeu, de dire, de se regarder, puis de comment j'enseigne, comment je le fais, ça reste aussi un autre enjeu. Mais c'est ça. C'est un gros. Il va falloir que je me décide parce qu'il va falloir que je la finisse, cette thèse-là. Mais voilà. Et là, tu dis que tu as les doubles des concepts, mais tu donnes des charges de cours en gestion de classe et en didactique du français. Fait que ça a Oui, ouvert les deux champs. oui, exactement. Donc, puis là, c'est ça un autre. Mais pour revenir à la question de l'enjeu, moi, il y a aussi un enjeu de choisir dans quel domaine de recherche je suis. Puis j'avais justement fait une communication Mhm. Au CERUC?
Oh, c'est Ruth, merci Antoine. Sur ce sujet-là, c'est-à-dire que moi, depuis le début, on me dit, ben, va falloir que tu choisisses. Tu vas devoir être en didactique du français ou en pédagogie, donc gestion de la classe. Et là, je suis comme, mais non, mais moi, j'ai besoin des deux. Donc, moi, j'ai encore cet enjeu-là aujourd'hui et j'espère que le jour où j'aurai terminé, il y aura peut-être un poste pour moi un jour qui va pouvoir me permettre de faire les deux. Euh, Parce que oui, je donne les charges de cours autant en gestion de classe qu'en didactique de la lecture. Donc, ils sont deux domaines de recherche différents, deux domaines d'enseignement différents, mais en ce moment, j'arrime les deux dans mon projet. Ben, je dirais que c'est un beau problème parce que si tu es spécialisé tu sais, en français, ben, qu'il y a des postes en français, tu pourras postuler. Puis la même chose en gestion de la classe. Ben, si tu veux faire ça, publie, va faire que tu publies dans les deux domaines. Et voilà. Parce que si tu publies juste en gestion de la classe, mais tu vas peut-être être un petit peu plus étiqueté, mais ça dépend de ton parcours avant. Tu sais, en tout cas, c'est juste je parle un peu plus en stratégie de future embauche, là, mais tu sais, quand on engage, ben, on voit ça un peu. OK, la personne a une formation en français, puis tout ça, puis tu sais, fait qu'on peut voir deux forces, puis ça peut être profitable pour toi. Fait que, tu sais, de choisir. Tu sais, je ne mettrais pas nécessairement un deuil sur un ou l'autre, là. Tu sais, si c'est tes deux éléments, ben, ça peut être quelque chose d'une spécialisation, là. Donc, petit Bon, commentaire. prendre note. C'est rassurant quand même. Ouais. Et après ça va être de mettre en valeur le volet du dossier qui est en lien avec le poste. C'est ça. Ça, c'est une autre stratégie. Est-ce que Antoine devait répondre à une question ou... Ah ben oui, j'ai une petite question pour Antoine. Ben, super beau projet, en tout cas. Moi, bien content d'avoir assisté à la présentation ce midi. Ce que je me demandais par rapport à la démarche de RD, on a commencé par une revue systématique des écrits. Je me dis, est-ce que c'est la revue systématique qui a permis d'établir l'idée de développer une stratégie d'enseignement de la ponctuation ou ça découle d'un processus d'itération d'une analyse des besoins du terrain? Pour l'instant, l'idée du projet est vraiment comme personnelle. Ben, j'ai fait ma maîtrise en syntaxe où j'analysais des productions d'élèves. Puis on s'est rendu compte que pour l'élément que j'analysais, la notion que j'analysais, il y avait des problèmes en ponctuation. Puis j'ai commencé à lire là-dessus comme prof de français qui se pose des questions en faisant c'est pas ça que j'étudiais à proprement parler, mais comme ça en tient un petit quelque chose. Puis c'est à force de lire, puis de faire, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben même, tu sais, les pratiques déclarées sur lesquelles je me base datent des années 90. Les stages, on a jusqu'en 2016, mais c'est comme si c'était même un champ peu travaillé. Puis là, ben, je donne aussi la formation dans les milieux. Puis c'est devenu aussi une question, bon, ben, conjugaison, ponctuation, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tu fais, bon, ben, je vais creuser. Puis finalement, je me rends compte qu'il y avait pas, j'avais pas grand-chose sur quoi me baser. De là où, quand je me suis posé les questions, moi, sur les recherches participatives, un peu comme Frédéric, faire comment, ben là, je m'en vais-tu plus là ou plus là? À chaque fois, ma réponse était, j'ai pas le matériel. J'aurais même pas, j'aurais rien sur quoi me baser à ce niveau-là. Fait que de toute façon, il aurait fallu que je le crée. Fait que rendu là, ben, je vais réfléchir à cette création-là qui était finalement pas tant présente. Puis là, ben, on va voir qu'est-ce qui va ressortir. Fait que, comme besoin personnel, qui après ça, c'est comme transformé en besoin de recherche. Puis j'avais l'impression que comme on n'arrête pas de dire que les pratiques percent les milieux, ben, c'est important de considérer le point de vue des enseignants en ce moment. Puis ben là, l'ARD me permettait comme d'aller chercher ce point de vue-là, puis ce travail-là, puis d'aller peut-être orienter davantage la stratégie qui aurait peut-être été trop globale ou peut-être pas sur les signes ou les fonctions de la ponctuation que finalement que les enseignants avaient vraiment l'impression de devoir travailler. Fait que là, ça va vraiment te permettre d'aller arrimer, puis pas te tirer de l'autre côté. Ou, mettons, de pas faire peut-être une séquence d'enseignement sur 6 cours alors que c'est pas ça qu'ils veulent ou qu'ils ont besoin en ce moment. Moi, en tout cas, si j'étais à ta place, étant donné que ta justification, tu sais, souvent à la maîtrise, on va avoir
sais, ça peut être une préoccupation personnelle qu'on a. Au doctorat, on essaie de quand même se baser sur la littérature pour justifier un intérêt de recherche, des recommandations qui sont dans un projet de recherche, puis dans un article, par ensuite, ben, on découle de ça. Je dirais ce que tu pourrais faire, mettons, dans ta première itération, ou, tu sais, tu pourrais, je sais pas, poser des questions sur différentes problématiques en français, puis voir, je sais pas, ce que la ponctuation ressort un peu plus. Je sais pas si tu as déjà fait ça un petit peu. Mais tu sais, si on le voit, là, en écriture, c'est le contenu qui génère le plus d'erreurs à tous les niveaux scolaires. Au ministère, c'était des taux de réussite faméliques jusqu'à temps qu'ils baissent la pondération. Fait que j'ai des réels appuis là, pour dire que Ok, ok, il ok, c'est devrait bon. avoir quelque chose à travailler là. Les futurs enseignants dans le projet d'Isabelle Gauvin et ses collaboratrices pour les stagiaires montraient que eux-mêmes, quand on leur demandait, c'était une dimension de la langue sur laquelle eux-mêmes se sentaient pas à l'aise. C'est comme contenu à maîtriser, Ok. puis ils se sentaient pas non plus à l'aise à l'enseigner. Fait que j'ai des trucs, mais c'est beaucoup de rabotage Ok. Ben, parce moi, que finalement, on s'est pas tant intéressé à cette dimension-là. ok. Mais moi, ça me rassure, tu as des arguments Oh pour. oui, Ok, oh oui, là, j'ai une problématique quand même là, là-dessus, ça va là. c'est bon. Puis la phase de précision, je reviens là-dessus. Fait que le questionnaire va leur demander, tu sais, quelle valeur il attribue à la ponctuation par rapport aux autres dimensions de la langue, c'est quoi les difficultés qu'ils perçoivent chez leurs élèves. Fait qu'on on va quand même creuser davantage pour aller vraiment chercher une problématique aussi qui va répondre à leurs besoins le terrain. Ok. Thomas, j'aurais peut-être une question pour Frédéric. Ouais, vas-y. Ok. Euh, Tu étudies le débat interprétatif, mais tu présentes comme au début, j'ai peut-être raté un petit bout à un moment donné, là, mais tu présentes la lecture individuelle, c'est qu'est-ce qui est le plus utilisé. Après ça, tu nous présentes le débat interprétatif. J'ai peut-être manqué les justifications, mais tu sembles avoir comme disons, un biais favorable sur le débat interprétatif, parce qu'à la fin, ben, un de tes objectifs, tu sais, c'est de voir un peu comment trouver des conditions favorables à ce débat-là. Mais euh, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent que le débat interprétatif est vraiment plus profitable que la lecture individuelle. En fait, c'est que les études sont d'abord en Europe francophone, donc oui, elles le sont. C'est sûr que là, en passant vite, c'est la première fois aussi qu'on présentait en si peu de temps notre thèse. Dans les cours, on a plus de temps que ça, donc j'ai voulu, je pense, rabouter plein de morceaux ensemble. Mais oui, en Europe, en Belgique, en France, tout ça, c'est présent et c'est démontré. Euh, Tranquillement, on l'a aussi au secondaire, au Québec maintenant. L'idée, c'est qu'au primaire, dans le contexte qui m'intéresse, c'est pas utilisé. Donc, non, il y a rien qui démontre qu'au primaire, puis peut-être que c'est ce que je vais découvrir aussi, qu'au primaire, c'est pas un dispositif qui est intéressant. Peut-être. J'espère que non. Mais oui, dans d'autres contextes, on voit que le débat interprétatif est favorable pour développer l'interprétation des élèves, et que c'est une manière qui est engageante, qui les place en action. Mais il y en a pas au primaire, puisque c'est pas un dispositif qui est utilisé présentement au primaire au Québec. OK. Puis, mais ça, tu avais plusieurs outils d'analyse, là. Euh, Est-ce que il me semblait que j'avais moins vu le côté de voir la différence ou la comparaison entre individuel versus interprétatif. Est-ce que tu vas faire une comparaison vraiment entre les deux? Entre les dispositifs, dans le fond. Ouais, mais entre un débat interprétatif, par exemple, ou lecture individuelle, puis est-ce que c'est ça que tu veux vérifier, voir s'il y en a un des deux plus que l'autre? C'est plus de vraiment de te concentrer sur le débat interprétatif, puis tu sais, d'explorer plus, là, sans nécessairement faire de comparaison plus, je dirais, quanti ou... Ouais. Non, j'allais pas dans la comparaison. En fait, la problématique va aller. Il y aura peut-être un petit travail à faire pour aller justement davantage euh, préciser mon choix du débat interprétatif. Mais une fois que mon choix est fait, mon choix, c'est le dispositif du débat interprétatif. Moi, ce que je vais observer, c'est comment les enseignants, les personnes enseignantes vont le mettre en place et
réfléchir à leur posture d'autorité à travers ça. C'est vraiment cette idée-là. Puis pourquoi le débat interprétatif plus qu'un, comme par exemple le cercle de lecture qui est aussi engageant pour les élèves, qui est en collectivité pour les élèves, mais l'enseignante à ce moment-là est plus effacée, comme je le disais. Donc, travailler sa posture d'autorité dans le cercle de lecture a moins sa place, tandis que dans le débat, elle a une plus grande place dans ce dispositif-là. Puis c'est l'enseignante qui m'intéresse et non pas le résultat chez les élèves présentement, OK, en tout cas. OK, OK, OK. Puis, concrètement, ça a l'air de quoi une posture d'autorité dans un débat interprétatif? Ça ressemble à quoi? Hmm. Ben, l'hypothèse que nous avons, c'est d'aller chercher une posture, une pratique d'autorité qui est éducative bienfaisante, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement moi qui donne le droit de parole, par exemple. Donc, je suis pas en OK, contrôle de ça. Je deviens, là, je dis je parce que je me place dedans, mais la personne enseignante est à même le cercle, par exemple. Donc, il y a des enseignantes qui ont mis en place le débat interprétatif, mais qui ont gardé les élèves à leur pupitre, par exemple. Donc, il y avait un blocage matériel au niveau de la relation. Donc, c'est de se placer en cercle, par exemple. Donc, c'est des petites pratiques comme ça qui sont intéressantes. Puis la relance aussi. Comment je fais ma relance au niveau didactique? C'est pour ça que j'ai besoin de l'aspect didactique de la chose. De dire, de- non, ce que tu as dit, c'est pas bon. Voici, tu sais, cette façon de faire une relance-là pour les élèves pour faire mousser la discussion et non pas l'arrêter pour éviter aussi que les élèves veulent pas parler parce qu'entre eux, ils se disent des bêtises, par exemple, parce que ça pourrait arriver. Donc, tout ça, ben, c'est ça notre posture, l'hypothèse qu'on a, c'est d'aller chercher quelque chose qui est pas trop autoritaire, qui est pas dans la permissivité non plus. Donc, de pas les laisser faire et de les regarder, c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, mais c'est ce que je veux explorer, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment quoi faire, quoi être comme personne enseignante pour que le débat fonctionne bien si on veut. Fait que c'est ce OK, que je veux explorer, parce que je ne le sais pas, mais l'hypothèse, c'est une pratique d'autorité qui est éducative et bienfaisante. merci. Est-ce que tu es à court de questions, Thomas? Ben, je suis en train de réfléchir parce que là, tantôt Frédéric nous disait, j'interviens à la formation initiale des enseignants en gestion de classe puis en didactique du français. Puis là, écoute, je dis, ben là, si l'idée des débats interprétatifs, c'est que les enfants soient actifs dans le processus puis que ça collabore entre eux, ben, il y a peut-être là l'enjeu pour la mise en place des débats interprétatifs par les enseignants. Si on stresse au niveau de la gestion de classe, puis on a peur de perdre le contrôle, ben, c'est peut-être là qu'on dit on va ben, là, j'allais voir l'étude de l'EPID, j'ai pris une capture d'écran, mais on pourrait aller sur les lectures, les périodes de lecture libre, y aller sur la lecture à haute voix avec l'enseignant, ou tu sais, les autres stratégies qui évitent la perte de contrôle. Fait que je sais pas si ça pourrait être un élément de. Ben, ça va être analysé, là, parce que c'est ça que tu veux aller voir dans la pratique d'autorité, comment que ça s'applique. Mais Exactement, mais dans le fond, c'est pour ça, l'hypothèse, pourquoi ce sont les plus populaires, ben, c'est parce que les enseignantes ne perdent pas le contrôle quand ils font une lecture individuelle. Elles sont en avant, elles font une lecture aux élèves, posent des questions en retour. Donc, il y a un certain contrôle qui est fait. Tandis que dans le débat interprétatif, c'est sûr qu'il y a place à une désorganisation, mais en même temps, il y a, dépendamment des pratiques que les enseignantes vont mettre en place, notamment en termes d'autorité, il y a moyen que ça soit possible d'être fait dans l'harmonie, si on peut le nommer comme ça, mais ça se développe, ça s'explore. Et les enseignants ne sont pas portés à faire ça parce que justement, ils connaissent pas le dispositif. Puis, en plus, ça reste qu'il y a beaucoup plus d'enjeux que de choisir un livre, le lire, poser des questions. Donc, il y a tout ça aussi qui est à explorer. Et c'est aussi quand je disais qu'il fallait que je fasse des choix, je me disais, est-ce que ce serait pas d'explorer chacun de ces dispositifs-là et les mettre en relation avec les postures d'autorité. Mais là, on n'est pas nécessairement dans une recherche collaborative à ce moment-là. On revient dans une recherche descriptive. Et là, c'est ça. Voilà. Je vais arrêter de parler parce que je pense que plus je parle, plus je me pose de questions, puis ça ne me donne pas de réponse. C'est bon, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. OK. Antoine, est-ce, toi, tu vas t'intéresser plus aux enseignants, hein, c'est ça? Ouais. Euh, Au niveau des élèves, est-ce qu'il y aurait une façon, je sais pas, y aurait une façon d'aller mesurer quelque chose au niveau des élèves ou ça serait trop dans ton projet? En ce moment, on a fait le choix que ça serait trop dans le projet Ok. parce que je suis déjà à
2 collectes de phase de précision, 3 collectes en phase d'amélioration. Mais ce qu'on s'était dit, c'est que dans une deuxième phase, une fois que le produit sera stabilisé, en tout cas plus, là, on pourrait rentrer en classe puis autant aller voir ben, comment se vit cette stratégie-là pour l'enseignant, puis aussi peut-être là aller voir comment est-ce qu'il y a ou pas un effet sur l'apprentissage, mais ça serait dans un deuxième temps. Une fois que là, la stratégie va être bien développée, qu'on va avoir vraiment réfléchi puis construit, ben là, on pourra rentrer en classe puis aller voir ben, comment elle se fait réellement en classe, pré-test, post-test auprès d'élèves avec différentes mesures pour voir ben, comment ça développe ou pas en ponctuation. Mais je le vois dans un deuxième temps. Je- Ouais, je te posais la question parce que avec tu sais, avec en tout cas, la nouvelle façon d'enseigner le français, ben vous, c'est votre façon, là, mais moi, je suis un peu plus vieux. Puis quand je vois les nouvelles façons d'enseigner le français, je trouve ça vraiment compliqué. Puis c'est drôle qu'on appelle ça simplifié. Moi, Mais on n'est pas en simplifié. Tu sais, ce que les hum, grammaires simplifiées ont fait dans les années 80-90, c'est probablement ce qu'on a plus vécu, nous, en classe. Parce que même si les principes de la grammaire moderne rénovée étaient déjà là depuis 95, ça a pris vraiment du temps avant qu'ils s'implantent. ben, Puis c'est pas c'est pas ça que j'ai appris au primaire et au secondaire réellement. C'est plus à l'université qu'on s'est formé. C'est plus difficile pour nous qui avons peut-être pas appris comme ça, mais en soi, ça évite beaucoup de problèmes. moi, c'était de là ma question, tu sais, les élèves, comment qu'ils le perçoivent, parce que, tu sais, on voit beaucoup de difficultés de compréhension. Des fois, ça peut être mêlant, là. Euh, Ben, tu sais, j'enseigne, je suis aussi à la formation initiale des enseignantes, puis je donne un cours de grammaire aux étudiants de première session. Fait que, tu sais, ils arrivent au bac, Ouais. puis c'est leur Hum, premier cours de français. Puis les premiers cours sont durs, là, parce que c'est toute une réadaptation à des nouveaux contenus, à une nouvelle façon de voir les contenus, parce que la langue va pas changer, mais c'est comment on l'explique hum, qui change. Mais au bout de quelques cours, on voit vraiment comme, ah, c'est juste ça. Ah, OK, il y a des liens à faire entre ces deux éléments-là. Oui, oui. Fait que ça se fait. Puis même au secondaire, mon début d'année était plus difficile avec mes élèves, là. Il n'y avait pas tant vu ces méthodes-là. Mais à la fin de l'année, ils comprenaient pourquoi j'avais pris la décision avec eux autres de faire ces changements-là puis de les amener ailleurs. Puis il y avait quand même des déclics. Mais c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Mais au final, ils finissent par voir l'effet quand même, là, OK. d'avoir fait ces changements-là. OK, merci. Peut-être, je ne sais pas si Thomas, tu as une dernière question qu'on pourrait, ensuite on terminerait, parce qu'il est déjà 13h25. Ben, question ou peut-être un commentaire là, dans ce qu'Antoine disait. L'idée d'aller voir les effets avec les élèves, ou les impacts de la stratégie, ça serait un temps deux. Ben, moi, c'est un conseil que je fais avec la thèse, c'est de circonscrire, de faire une thèse qui est réaliste dans un temps qui est raisonnable. Puis après ça, si ben, ça peut être en tant que nouveau professeur, professeur émergent ou dans un autre contexte, mais tu peux aller voir c'est quoi les prolongements suggérés de la thèse. Puis si tu pars de là, puis là, tu dis, ah, voici mes nouveaux projets. Puis ça pourrait être un prolongement qui Hmm, va suivre, là. Mais ouais, hein, puis moi, si tu voulais classe, ça serait parfait parce qu'il faut que je quitte pas mal bientôt. c'est bon. D'accord, donc ben, un grand merci à vous deux. C'était quand même bien présenté, bien résumé, même si c'est des choses qui sont un peu plus loin, là. Ce serait peut-être un peu plus pour Antoine, là, c'était plus pointu, hein, avec la ponctuation et tout, mais c'est correct, hein, c'est ça la recherche. Mais c'est plus parce que c'est plus loin pour moi aussi, là, très très loin. Donc, ben, grand merci d'avoir participé. Puis, ben, on va diffuser le tout là, par la suite là, pour que les autres puissent aussi profiter. Il y a des gens qui sont dans votre domaine, puis il y en a la gestion de la classe aussi. Donc, là-dessus, ben, on se revoit ben, peut-être en personne éventuellement. Puis, je vous souhaite une bonne continuation. Puis, je vous invite à représenter quand que vous aurez peut-être des résultats ou vous en serez rendu aussi vers la fin, là. Donc, un grand C'est merci. bon. Ouais.